Oui, j'étais sûre que c'était autobiographique. Moi, quand vous avez dit j'ai 3 enfants et mon amoureuse, je me dis et voilà, mais oui, parce que c'est rare qu'on emploie cette expression-là. Donc ça faisait particulier. Tu n'utilises que ce mot-là. Oh, comme c'est joli, je vais dire ça maintenant. Mon amoureux, je sais pas. Mais non, mais qui veut dire ça? On coupe. On garde. Oui. Mais moi, personnellement, c'est ce qui m'a plu quand Vincent m'a présenté son synopsis. Il a un code particulier quand il écrit. Je trouve que ça se ressent aussi dans d'autres travaux qu'il a fait, comme le carnet d'Angarchas ou Putain d'usine. Il y a quand même un côté franc, direct, brut, même, parfois. Et ça me plaît beaucoup. On a l'impression que c'est un jeté comme ça. En réalité, c'est très bien réfléchi parce que moi, je connais quand même l'histoire des coulisses. Pas tout, mais quand même pas mal. Et je vois que c'est très bien réfléchi, qu'il a son propre style. Et ça fait partie des choses qui m'ont tout à fait passionné d'exploiter, de travailler avec. Il est particulier par rapport à d'autres scénaristes, je trouve. Il a droit à ces fleurs-là, mais je veux dire honnêtement. Il a écrit, puis vous avez dessiné, ou vous avez dessiné, puis il a écrit. Ou vous avez alterné? On a alterné, c'est-à-dire que, si je me souviens bien, le premier chapitre était déjà écrit. Donc j'avais la couleur à peu près du travail que Vincent voulait faire, de ce que je pouvais faire moi par rapport à ça. Et puis certains chapitres sont faits, on va dire, quand même, je ne vais pas dire au jour le jour, mais 2 semaines. Il avait toujours 2 semaines d'avance sur moi, ou parfois 3, ça dépend un petit peu comment avançait le travail. Mais il a quand même toujours gardé un petit peu cette teinte particulière. Ça m'a plu du début à la fin. Et dans ce sens-là, est-ce que parfois le dessin vous a révélé ou réorienté dans votre scénario, ou bien est-ce que ça a nuancé les choses? Oui, c'est un peu comme une mise en abîme. Donc, comment est-ce qu'on pratique? Moi, quand j'envoie un scénario à Stéphane, je peux prendre une feuille parce que je crois que c'est la dernière qui n'était pas écrite dans mon carnet. Et je fais tout bêtement, je griffonne dans la rue ou dans le métro ou à la terrasse d'un café et je fais tout simplement un truc comme ça, aussi peu abouti que ça, et puis j'écris un petit peu du texte. Et puis je fais des personnages, mais moi je les fais comme ça, je les j'ai pas rigolé. Si je fais une voiture, je les comme ça. Et puis en dessous, je lui écris ce que je veux qu'il dessine. Donc d'une part, je lui donne le texte que je veux qu'il figure, et puis ensuite, je lui montre plus ou moins sous quel angle j'ai envie que le dessin soit fait. Et ensuite, en dessous, je donne des explications complémentaires, puisque je ne suis pas capable de dessiner suffisamment bien pour le faire. Le décor et des choses comme ça. Oui, alors après, il y a toute une série d'allers-retours qui se font. Enfin, ce travail-là, c'était un peu une mise en abîme pour moi, parce que je n'avais jamais écrit de scénario pour une bande dessinée. Et donc, j'ai appris en même temps, on a essuyé les plâtres en même temps qu'on faisait le travail, c'était pour ça que ça a duré si longtemps. Et après, c'est toute une série d'allers-retours. Si je demande à Stéphane de me dessiner sur une case comme ça, une foule de 15 000 personnes, et puis en dessous, j'écris Vas-y Coco. Lui, il me répond non, 15 000 personnes, là je les sens pas. Alors moi, j'ai plutôt envie de le faire. Et après, lui, il modifie. Et il n'y a pas vraiment de règle écrite. La seule règle, à mon avis, c'est le respect. Le respect Stéphane ne peut pas transformer mon histoire sur le fond, en tout cas, sur la forme, oui, mais pas sur le fond. Et moi, je peux et je dois aussi respecter le fait qu'il y ait des limites techniques, et puis aussi des choses que tu aies envie ou pas envie de dessiner. Oui, le problème n'est pas vraiment d'avoir envie ou pas. Est-ce qu'une seule image va résumer ton propos? Je parle du foot, jamais perdre ça dans la BD, là, j'entends, mais je pense que pour la peinture, la démarche est la même. Là, vous n'avez qu'une image, et tout faire passer à travers cette image. En BD, c'est pareil, même s'il y a une succession de cases qui suivent. Ce qui est important pour un dessinateur, en bande dessinée en tout cas, je crois qu'il ne faut pas tenir compte des règles qu'on peut voir sur la façon
façon de concevoir une bande dessinée à travers des bouquins qu'on voit dans les librairies, parce qu'en fait, il n'y a pas de règle. Par contre, il y a quand même quelque chose de très très important qu'il ne faut jamais trahir, c'est la parole du scénariste. Il a un message à faire passer. S'il y a un point ou 2 points dans le texte, il faut les respecter, il faut essayer chaque fois d'amener le propos au plus juste. Donc je ne peux pas travestir les propos de Vincent. Parce qu'après, lui, de toute façon, en aval, il doit défendre ses textes, on ne peut pas jouer avec ça. Par contre, j'ai une marge de liberté qui est tout simplement mon imagination ou ma sensibilité par rapport à ces propos, qui vont faire que je préfère montrer un personnage dans telle circonstance plutôt que dans une autre, dans un endroit plutôt que dans un autre. J'ai quand même une marge par rapport à la perception aussi que vous avez, qui lui appartient peut-être plus tout à fait. Donc... Parfois il est d'accord, parfois non, mais là c'est le débat. Ou si je dois lui expliquer pour une raison technique, les 15 000 personnes à caser dans une petite classe comme ça, c'est mal à propos, raison XY, parfois purement technique. Hein. Ben là je dois lui en parler et proposer une autre alternative afin qu'on puisse trouver une solution qui satisfasse les 2 parties. Question ? Quelles sont les raisons qui font que la BD est imprimée en noir et blanc? Être imprimé ou dessinée? Imprimée. Sans doute dessiner. Il a raison en fait, de poser cette question-là. Ce sont 2 questions différentes. Ça peut être aussi un impératif de l'éditeur pour des raisons bassement économiques. Il considère que le noir et blanc à la fabrication ne coûte pas très cher. Par contre, dans notre cas, c'est que certains, on voulait s'exprimer à travers le noir et blanc parce que c'est peut-être un risque économique dans le sens où on attire moins de gens. Forcément, c'est tout de suite plus sélectif. Les gens, les jeunes, même ceux d'un certain âge, sont souvent attirés quand même par la couleur. J'imagine qu'il y a des codes plus faciles à percevoir. Mais par contre, moi je suis un inconditionnel du noir et blanc, c'est-à-dire c'est mon travail à long terme, j'aimerais que ce soit l'épuration. Bon, bah, il faut les années, il faut l'expérience, parce que je débute aussi, mais c'est ce vers quoi je tends. Et donc évidemment, quand on propose quelque chose en noir et blanc, en général les éditeurs aiment quand même, surtout quand c'est des débutants, on parle souvent. On limite. Eux, de leur côté, limite, c'est un risque. Mais c'est quand même une réalité des choses. Mais pourtant, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, son écriture et le côté un peu dru, je trouve que ça convenait parfaitement bien. Je crois qu'on a été d'accord. Oui, pour un polar de noir et blanc, ça va très bien. Pour ce genre de choses, parfois acerbes ou dures à encaisser, c'est clair que. C'est comme pour la photo, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez lu cette question. J'en retire particulièrement un qui me fascine, c'est José Munoz. C'est un dessinateur argentin qui vit à Paris, je crois, en France en tout cas, qui a fait une série qui s'appelle Alaxiner, mais qui parle aussi de l'Amérique du Sud, souvent à travers l'histoire d'un détective privé, mais je vous assure que le traitement graphique est particulièrement saisissant, ce n'est que du noir et blanc. Et plus il avance son âge, plus ses dessins sont amusants. Moi, il m'a dédicacé, il m'a fait un dessin sur une BD que j'ai acheté dans une foire en France, dans un salon. Et il y a 3 traits faits au gros marqueur. Et c'est un visage remarquable. Mais il a une telle maîtrise de sa technique que ses propres blancs deviennent de la matière aussi. C'est pas par soustraction, je veux dire. Moi, bon, c'est aussi un début, hein, il faut toujours commencer. Il suffit de prendre conscience de ça et puis de travailler différemment après. Ce que je suis d'ailleurs en train de faire, mais où je travaillais par soustraction là-dedans, c'est-à-dire que c'est les noirs qui s'imposaient, les blancs survivaient, on va dire. Alors que, en lisant Munoz, c'est vrai que j'ai compris que lui utilise ces blancs comme étant aussi puissants que ces noirs, donc deviennent matière aussi. Donc ça donnait une dimension encore supplémentaire à un dessin qui n'est que purement noir et blanc, hein. Il faut bien s'entendre. Et moi je trouve que ça ouvre des espaces qui sont... Et dans les plus classiques,